Gilbert Tuénon, rebonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler au vice-président de l'Union calédonienne, c'est aux membres du gouvernement chargés de la sécurité routière que j'ai envie de m'adresser. On a vu en début de journal des accidents à répétition. Comment les prévenir et les gérer de manière plus efficace? Non, je pense qu'il y a aujourd'hui un message clair qu'il va falloir qu'on fasse passer, aussi bien les responsables politiques de ce pays, mais surtout aussi les médias de notre pays, qu'on a atteint des sommets et qu'il faut absolument qu'on agisse sur les accidents de la route. On connaît les causes de ces accidents. C'est d'abord les excès. C'est les excès de vitesse, c'est les excès d'alcoolisation. On sait aussi que c'est des écarts de comportement. L'absence de port de ceinture de sécurité, l'absence de permis de conduire. Mais on fait le constat, tout le monde fait le constat aujourd'hui, que tous les messages de la prévention n'ont pas atteint les objectifs qui étaient les leurs. Donc il va falloir qu'on en passe véritablement à l'étape supérieure et qui consistera à alourdir la répression en Nouvelle-Calédonie pour qu'enfin on puisse arriver à des résultats ici. Plus de répression, nous dites-vous ce soir. Qui sera Monsieur Sécurité routière? On a, compte tenu de l'importance de ce poste de chargé de mission de la sécurité routière, on a souhaité au niveau du gouvernement prendre le temps de bien sélectionner la personne qui sera en charge du dossier. Et je crois pouvoir dire ce soir qu'on a fait le choix de retenir la candidature d'une jeune Calédonienne qui a participé à la rédaction du plan quinquennal de la prévention routière. Et je crois que ce sera une bonne recrue pour la sécurité routière. On peut avoir son nom? Je préfère attendre un peu que le gouvernement décide de sa nomination avant de... Mais le choix est fait. Le choix est fait, donc c'est incessant et incessamment qu'on aura quelqu'un qui s'occupera de résoudre ces questions. Des radars sont vandalisés, il y a des points noirs, on les connaît. Vous-même, monsieur Tuénon, vous roulez un peu vite de temps en temps. Oui, il ne faut pas prendre cet exemple-là. C'est vrai que ce jour-là, c'est un comportement qu'il faut absolument changer. Moi-même, je suis quelqu'un de brousse et puis on a toujours tendance à venir vite se nommer, à repartir vite pour rentrer à la maison. Mais les radars n'ont pas été vandalisés. Disons que sur les 4 radars qui étaient en circulation, le temps de mettre en révision, on n'a pas assez de moyens en fait. Donc le gouvernement a décidé de proposer au Congrès l'achat de nouveaux matériels pour pouvoir accentuer la prévention sur la route. Alors là, je m'adresse au vice-président de l'Union calédonienne. Le comité des signataires vient de se terminer. Vous regrettez toujours pas de l'avoir boycotté? Quand on regarde les résultats de ce comité de signataires, là, on n'a pas du tout de regret à avoir. Nous avions écrit au Premier ministre et puis à Mme Paul Langevin pour leur indiquer les inquiétudes que l'Union calédonienne avait s'agissant de l'application de l'accord de Nouméa. Et malheureusement, quand on examine un peu le contenu du relevé du dernier comité de signataires, on se rend compte que c'était un comité de signataires un peu à la reculade, disons. Si vous permettez, les 4 points qui étaient à l'ordre du jour, malheureusement, il n'y a pas d'avancée majeure là-dessus. Voilà. Alors justement, le Premier ministre, en conclusion, a regretté votre absence. J'aimerais qu'on le réécoute. Il parlait justement de l'Union calédonienne. Je regrette bien sûr que l'un des partenaires, l'Union calédonienne, ait décidé de ne pas participer au comité des signataires, à cette rencontre. Ce parti, un des plus anciens de Nouvelle-Calédonie, le parti de Jean-Marie Djibaou, a joué un rôle historique dans la construction du destin commun et l'élaboration des accords de Matignon puis de Nouméa. Il a donc toute sa place, comme tous les autres, à la table des discussions à venir. Et je tiens à redire ici que mon gouvernement sera toujours ouvert au dialogue et je veux faire preuve d'optimisme. Ouverture, monsieur Tuénon, toute sa place, donc vous n'êtes pas marginalisé, le Premier ministre le redit ce soir. Daniel Goa avait dit le 27 septembre, seule l'action donne du contenu au discours. Est-ce qu'il ne fallait pas aller là-bas pour taper du poing sur la table plutôt que bouder? Non, mais il ne s'agit pas d'une bouderie. Je veux dire, se réunir pour se réunir sans avoir des résultats concrets, ça ne sert à rien. J'entends le Premier ministre, mais il parlait de dialogue. Mais sauf que l'État aujourd'hui n'écoute pas. Je vais prendre l'un des points essentiels de l'accord de Nouméa, qui est le problème du transfert de l'article 27. Nous n'arrêtons pas de dire au niveau de l'Union calédonienne qu'il s'agit là d'un transfert obligatoire, compte tenu de la nature même de l'accord de Nouméa, qui est un accord de décolonisation et d'émancipation, et qui indique bien que le transfert des compétences régaliennes sont les derniers
transfert de l'accord de Nouméa. Or, malgré les travaux des assemblées parlementaires, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, qui indiquent bien, j'ai ici le rapport au Sénat de M. Jean-Jacques Hyest, qui dit bien que le déclenchement des transferts de l'article 27 est une prérogative exclusive de l'État français. Pourquoi ça a été mis? Pourquoi le peu de la loi organique qui pose souci aujourd'hui? C'est simplement parce qu'il y a eu une modification de ce fameux article-là, qui au début portait le titre 27 en fait. Et au moment de l'examen de cet article-là, on s'est rendu compte que la Nouvelle-Calédonie ne pouvait pas ordonner à l'État le déclenchement de ces compétences-là. Donc c'est simplement un argumentaire juridique qui a posé ce problème au niveau de la rédaction de la loi. Mais est-ce qu'il n'était pas le temps, Monsieur Thuénan, d'aller au comité des signataires pour le dire, au lieu d'aller à l'ONU, comme vont le faire M. Goa et M. Wamitan, et de revenir au comité des signataires le 10 octobre pour reparler de ça? Mais parce qu'au bout d'un moment, la responsabilité de la France, il faut la pointer du doigt sur la scène internationale. Je le redis comme ça. Notre pays a été inscrit sur la liste des pays à décoloniser. On l'a bien indiqué comme ça. On sait bien que ce qu'a valu la signature des accords de Nouméa et de l'accord de Matignon. Donc, si on ne respecte pas l'État français, si on ne respecte pas sa parole, on est bien obligé de passer au-delà et d'avoir comme témoin, de prendre à témoin la scène internationale pour la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. Alors, vous parlez du comité des 24 de l'ONU, et que fait le comité des 24 pour le Tibet, par exemple? Ah mais ça, je ne sais pas que fait le comité de 24 pour le Tibet. Donc est-ce que vous pensez que c'est là que... Mais évidemment, puisque de par sa responsabilité de puissance internationale, l'État français doit aussi rendre compte à l'ONU, puisque cet accord de Nouméa a été porté devant l'ONU. Donc le fait que l'Union calédonienne se dise aujourd'hui, nous sommes fatigués de la répétition des sujets de l'accord de Nouméa, la répétition de comités de signataires où on vient, on parle, et il n'y a pas de résultat. Donc, en disant aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller perdre son temps. J'en veux pour preuve ce relevé de conclusion-là, qui met à la fois des erreurs politiques et des erreurs techniques. C'est pas possible. Pour autant, après l'ONU, M. Goa et M. Wamitan vont aller voir la ministre des Outre-mer le vendredi 10 octobre. Hein, L'Union calédonienne n'a jamais été fermée au dialogue. Nous, on a voulu, cette fois-ci, puisque nous entamons la dernière mandature de l'accord de Nouméa, au moment où nous allons passer les dernières étapes de l'accord de Nouméa, attirer l'attention du gouvernement français sur le retard et sur les dérives. Ce qu'on va faire là, c'est-à-dire qu'on ne va plus se contenter maintenant du seul dialogue avec l'État français. On va aller en France, on va interpeller les responsables politiques, parlementaires, Assemblée nationale, Sénat, on va interpeller tout le monde pour dire, malheureusement, la parole qui a été donnée au peuple kanak, cette parole-là est en train d'être trahie. Et ça, c'est grave. Bon, alors donc, vous allez demander à Mme Paul-Angevin de changer la loi non, organique. Non, pas Mme Paul-Angevin. On a écrit à Mme Paul-Angevin. On sait ce qu'elle a dit. On sait les résultats aujourd'hui. Mais c'est de prendre à témoin l'ensemble de la classe politique française. N'oublions pas que le déclenchement de tout le processus d'aujourd'hui, ça a été un référendum national au début, en 1988. Et ça, c'est de la responsabilité globale du peuple français. Et c'est à ça qu'on veut aujourd'hui attirer l'attention des Calédoniens pour dire qu'il ne suffit pas de faire des comités, il ne suffit pas de se réunir à Paris, tirer des conclusions et que l'année d'après, nous revenons sur le même sujet. Regardez un sujet essentiel sur lequel on s'est toujours battu, ce qui consiste celui du corps électoral. En regardant le relevé de conclusion, notamment sur la partie de l'automaticité des inscriptions sur les listes électorales, j'allais y venir. On voit qu'il y a 2 points qui sont inacceptables. Un point politique d'abord, celui qui consiste à dire que ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie et qui sont sur les listes électorales générales vont être inscrits d'office, automatiquement. Ben non, justement, ce ne sont pas des citoyens. Et ça, c'est une erreur politique, ça. C'est pas possible de revenir d'un comité de signataires avec un relevé de ce type-là. Le deuxième problème que nous trouvons dedans, c'est un problème technique, et qui consiste à dire que tous ceux qui sont nés à compter du 1er janvier 1989 seront inscrits d'office parce que leurs parents ont participé aux élections. Vous inscrivez d'office. Mais comment vous allez savoir que le papa, la maman a participé aux élections?
Cette automaticité-là, elle pose un problème technique. Et on voudrait savoir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Pourtant, ça fait partie des deux avancées qu'ont salué les présents au comité des signataires, à ce 12e, notamment l'article 27, puisqu'il a bien été dit que si le Congrès ne prend pas l'initiative nous, on n'est pas d'accord sur ça. L'État ne la prendra pas. Et nous, on n'est pas d'accord sur ça. L'initiative du Congrès ne bloque pas la responsabilité de l'État à déclencher l'article 27. C'est une prérogative, et je le répète, c'est une prérogative exclusive de l'État. Alors, votre projet de société à l'Union calédonienne pour ce pays, si on comprend Daniel Goa dans son discours du 27 septembre, c'est l'indépendance de Kanaki, hein, c'est ce qu'il a dit, je ne l'ai jamais caché. Et pas une autonomie interne comme on semble nous y orienter. Donc, ne pas brader la sortie de l'accord. Il parle d'assemblée référendaire ouverte aux victimes de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a aussi dit qu'il ne faut surtout pas demander aux indépendantistes s'ils veulent l'indépendance. Donc la question se pose aux autres. Et la proposition de l'Union calédonienne, qui consiste à dire mettons-nous autour d'une table, organisons une assemblée référendaire, c'est pour parler du jour d'après. C'est pour parler de l'organisation politique du futur pays. C'est de parler des hommes et des femmes qui vont constituer le... Comment nous allons nous organiser? C'est quoi les équilibres politiques? C'est quoi les équilibres institutionnels? Comment nous allons nous faire ensemble? Et c'est cette invitation-là, au jour d'après, qu'il s'agit pour nous, Union calédonienne. Parce que nous savons ce que nous voulons. Nous avons travaillé pour une indépendance de notre pays. Ce qui fait peur, c'est ceux qui nous ont rejoints ici en Nouvelle-Calédonie. Et c'est ceux-là qu'il faut rassurer pour leur dire qu'il ne s'agit pas d'une indépendance ethnique, comme certains veulent bien le faire comprendre, mais c'est une indépendance nationale d'un nouveau pays. Donc vous voulez les Kanaks, les citoyens de souche, et pas ceux qui viennent de l'extérieur? La question s'est posée en 1988, parce que avoir une lecture de ce type-là aujourd'hui, en 2014, c'est oublier d'où l'on vient. Et effectivement, en 1988, on a bien parlé des populations concernées. Puisque, au tout début, la revendication, le droit à la revendication, le droit au vote, était exclusivement un droit du peuple kanak. On l'a ouvert, comme on l'avait dit, aux victimes de l'histoire en 1983. En 1988, il y a eu cette seconde ouverture qui consistait à dire que toutes les personnes intéressées pourront y participer. On est dans cette logique-là, simplement. Gilbert Thuillon, merci pour avoir accepté notre invitation. On n'a pas pu parler de la stratégie Nickel Pays et des 51%, mais je vous réinviterai. Malheureusement, il n'y a rien non plus sur le relevé du comité de signataires. Merci encore pour être venu et avoir accepté notre invitation.